Alors, je suis Catherine Chevillot, présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je suis présidente depuis un peu plus de 2 ans et demi. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est un établissement un peu multifacette avec un grand musée, c'est la partie la plus visible, un grand musée sur l'histoire de l'architecture, une école qui forme les architectes qui vont se spécialiser dans la restauration du patrimoine, un grand département de ressources documentaires avec une des plus grandes bibliothèques européennes sur l'architecture d'aujourd'hui, 51 000 ouvrages, 600 périodiques, beaucoup fréquenté par les étudiants en architecture, et puis un département de création architecturale qui porte vraiment sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain avec une dimension prospective. Les objectifs de la Cité, c'est de diffuser vraiment la culture de l'architecture auprès du grand public et en même temps d'avoir un lien avec les métiers de l'architecture. Alors, ce sont 2 cibles très différentes. D'une part, le grand public, c'est-à-dire essentiellement à travers des programmations, d'expositions, de conférences, de colloques, de débats, et une programmation à l'auditorium aussi, avec du cinéma, de la photo, des conférences par quelquefois des stars de l'architecture, d'arriver à ce que nos contemporains, connaissions un peu mieux l'architecture. Parce qu'il y a un paradoxe en France. L'architecture, on y vit toute la journée, même si on est dans une campagne reculée, on habite une maison, il y a un village avec une église, il y a une nouvelle école, etc. Mais finalement, les Français la connaissent beaucoup moins bien que les autres arts, la peinture, la sculpture. Nous sommes un des pays où on va le plus au musée, voir des expositions, voir des œuvres. En revanche, l'architecture est assez mal connue et assez mal aimée, il faut bien le dire, sans doute aussi parce qu'on vit avec l'image des grands ensembles, des zones industrielles, et qui ne contribuent pas toujours à nous réconcilier avec l'architecture contemporaine. Mais architecture, c'est beaucoup plus riche que ça, c'est toute l'architecture en fait, du passé jusqu'à demain. Et alors, on peut toujours dire que l'architecture d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain, de la même manière que l'architecture des siècles précédents sont le patrimoine d'aujourd'hui. Mais il y a une évolution actuellement, une double évolution. C'est que dans l'imaginaire, le patrimoine, c'est vraiment les siècles les plus anciens, à la limite jusqu'au 19e siècle. Mais on a du mal à concevoir que les bâtiments du 20e siècle, et a fortiori du 21e siècle, peuvent être considérés comme du patrimoine. Or, c'est le cas maintenant. Il y a un label qui s'appelle Architecture contemporaine remarquable qui labellise un certain nombre de bâtiments. Il y en a presque 2000 maintenant. Et puis il y a certains bâtiments d'architecture contemporaine qui sont classés monuments historiques. Donc ces nouveaux patrimoines, il va falloir aussi s'en occuper. Il va falloir aussi, et sans doute d'une manière différente d'une cathédrale du XIIIe siècle ou d'un hôtel de ville du XVIIe, il va falloir aussi trouver des bonnes méthodes. Et puis le deuxième changement très important, c'est que le patrimoine, c'est aussi un des atouts pour l'architecture dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que le secteur de la construction en France, c'est le secteur qui apporte le plus de dépenses carbone. C'est 40% de nos dépenses carbone, c'est absolument énorme. Or, quand on réhabilite un bâtiment, quand on le réutilise pour un nouvel usage, on dépense beaucoup moins en argent, mais aussi en carbone, parce que d'abord il faut payer la destruction et l'évacuation, donc ça coûte du bilan carbone aussi, et puis fabriquer du béton, reconstruire à neuf, même si c'est du bois, même si c'est des matériaux biologiques, ça coûte aussi. Donc il y a un enjeu qui est de trouver des nouveaux usages pour tous ces bâtiments patrimoniaux, comme dans beaucoup de petites villes, un hôtel-dieu qui est en déshérence parce qu'on a reconstruit un hôpital neuf à côté, alors qu'est-ce qu'on va en faire ? Bon, il ne faut pas transformer tout le patrimoine en hôtel de luxe, parce que d'abord, ce ne sera plus du patrimoine commun si on ne peut plus y entrer, et puis au bout d'un moment, les hôtels de luxe, ça va être limité quand même, ça ne pourra pas absorber tout le patrimoine. Donc ce lien entre le patrimoine et l'architecture, il est presque encore renforcé par ce contexte de crise climatique. Dans la programmation de la Cité, il y a 3 axes très importants. Bien sûr, l'architecture comme un art et ses relations aux autres arts. Nous sommes au ministère de la Culture.
Un deuxième axe, l'écologie, bien sûr, la transition climatique, le rôle de l'architecture là-dedans. Et puis troisième axe, les grandes questions de société. L'architecture, c'est évidemment un élément clé. On est dans des villes, on a des rues, des modes de locomotion, il y a des équipements sociaux, il y a des équipements d'infrastructures pour se loger, pour voyager, pour des tas de fonctions dans la ville. Donc la dimension sociale est très importante. Et à l'automne, nous allons ouvrir une grande exposition qui s'appelle Métro, le Grand Paris en mouvement, et qui pose la question de comment les modes de transport, aujourd'hui et demain surtout, transforment la ville. Et en fait, c'est pas vrai seulement de demain et d'aujourd'hui, c'est vrai d'hier. Par exemple, la manière de se promener dans une ville, la création des trottoirs, c'est très tardif. Il y a toutes sortes de choses comme ça. La configuration des rues, elle a évidemment changé au moment de l'arrivée des voitures. Et puis après, il y a eu les premiers métros, etc. Donc l'exposition, elle va commencer en 1900 avec la création de la première ligne de métro pour l'exposition universelle de 1900. Et elle va nous emmener jusqu'à 2030, le futur Grand Paris, la future métropole à l'échelle de l'Île-de-France. Actuellement, il y a un chantier absolument unique en Europe qui se passe sous nos yeux, qui est le chantier du Grand Paris Express. 68 nouvelles gares, 128 points de mobilité. Ce qu'on appelle des points de mobilité, ce sont des points d'échange en fait entre le train et le vélo, le covoiturage, que sais-je. Donc tout cela, ça va complètement changer la région Île-de-France, de même que le métro a déjà changé le rapport entre l'approche banlieue et la ville. On a un problème très français, c'est la centralisation. On est toujours obligé de repasser par Paris quand on vient du sud et qu'on veut aller à l'ouest. Et là, on va avoir la construction de nouvelles lignes de métro qui vont permettre justement d'éviter cela et d'aller de banlieue à banlieue, d'avoir une relation beaucoup plus rapide avec des points qui peuvent être des points d'activité culturelle, qui peuvent être des jardins, etc. Donc ça va vraiment modifier le rapport, je pense, au territoire de la part des habitants. Un peu comme le TGV aussi a modifié le rapport entre les territoires et Paris, parce que tout d'un coup, les distances se raccourcissent et qu'on peut plus facilement se mêler finalement. Dans les grands apports de ces nouvelles lignes de métro et ces multiples gares, c'est évidemment l'idée qu'on évite de prendre la voiture. Donc c'est certes un chantier qui est énorme, qui va avoir une dépense carbone importante, mais c'est une infrastructure fondamentale pour ensuite, sur la durée, c'est un investissement pour que sur la durée, il y ait une dépense carbone globale qui baisse. Alors dans le domaine de l'architecture, la 3D est évidemment quelque chose qui a beaucoup évolué aussi, à la fois dans la pratique et les outils utilisés par les architectes, et puis dans les moyens pour assurer une certaine médiation vis-à-vis du public. Nous avons depuis plusieurs années une expérimentation de Dassault Systèmes dans nos murs qui présente au public des numérisations de bâtiments ou même d'architecture naturelle, si on peut dire, comme la grotte de Lascaux, pour faire découvrir des espaces auxquels on n'a pas forcément accès. Donc les visiteurs peuvent encore actuellement, par exemple, se promener dans la grotte de Lascaux. C'est très impressionnant, moi-même je l'ai fait. Par moments on se prend à essayer d'éviter une roche ou à avoir peur de vide, etc. Et bientôt nous allons avoir un nouveau produit qui va être proposé, c'est la visite du chantier de Notre-Dame, en vraie grandeur. Nous avons une exposition sur la restauration de Notre-Dame et on pourra prolonger cette visite avec un casque de réalité virtuelle. Et on se promènera dans les échafaudages, on ira voir au-dessus de la voûte les amas de bois brûlés, puis ensuite la voûte débarrassée de ces amas, peut-être plus tard la construction de la charpente. Donc c'est une manière aussi pour nous de permettre aux visiteurs qui ne peuvent pas entrer sur le chantier d'avoir une espèce de petite fenêtre sur ce qui se passe dans ce grand bâtiment aimé de tous les Français. Alors si vous êtes lycéen et que vous êtes attiré par le patrimoine, il y a plein de métiers en fait qui sont possibles dans les musées ou dans le patrimoine en général. Il y a aussi le concours de conservateur.
qui est un concours assez difficile, il faut bien le dire, qui nécessite d'avoir fait de l'histoire de l'art, hein, qui nécessite aussi d'avoir un petit peu fait des stages dans des structures patrimoniales. Alors les musées, si c'est le conservatoire de musées, les monuments historiques, si c'est un conservatoire de monuments historiques. Il y a plusieurs spécialités, musées, archéologie, monuments historiques, archives, art et tradition populaire. Donc c'est très divers en fait comme objet d'étude. Mais le métier, c'est s'occuper du patrimoine pour éviter qu'il ne disparaisse et surtout lui donner un sens, c'est-à-dire l'expliquer, le mettre à disposition du public, faire de la recherche, faire de l'enseignement. Tous ces aspects-là sont très divers en fait dans le métier. Donc ça demande aussi d'avoir déjà quelques années d'études après le bac. Et puis de faire une préparation, c'est recommandé. Il en existe au moins 2, une à l'école du Louvre, une à l'université de Paris 4, qui permet de se former un peu aux exercices du concours qui est très particulier. Concours difficile parce qu'il y a beaucoup de candidats et très peu de postes chaque année, donc c'est un peu une lutte. Il est rare qu'on l'ait la première fois, il faut souvent le présenter 2 ou 3 fois pour y arriver. Mais il y a plein d'autres métiers dans les musées. Il y a des métiers de régisseurs qui s'occupent des transports des œuvres d'art, des installations d'œuvres d'art. Et il y a des métiers de restaurateurs aussi qui existent, qui sont des métiers peut-être plus solitaires pour ceux qui aiment le contact avec la matière, avec les objets. Il y a des métiers dans la médiation. Bref, il y a plein de choses possibles. Et puis pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'architecture et qui voudraient devenir architectes, alors ça suppose d'entrer dans une école d'architecture. Nous avons en France 20 écoles nationales supérieures d'architecture qui peuvent intéresser tout le monde un peu sur le territoire. Et cela nécessite là de présenter un dossier, de passer un oral pour être pris. Là aussi, en général, en France, il y a plus de candidats que de postes possibles. Mais ça vaut la peine. C'est un métier très exigeant, très complexe. Mais c'est inventer le monde de demain.